coprésident du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, répond à Alix Bouillaguet et Jérôme Chapuis. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. On a beaucoup parlé ce matin sur France Info de cette déclaration cette nuit de Donald Trump aux côtés de Benyamin Netanyahou qu'il recevait à la Maison Blanche. Les États-Unis veulent prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire une sorte de côte d'Azur. Comment avez-vous reçu cette déclaration ? Écoutez, comme une manifestation supplémentaire du dérèglement mental autant que politique du président Trump. Mental ? Oui, je crois que ça relève de ça désormais. Je veux dire, ce président américain est un grand danger, est un danger ambulant, est un danger pour la stabilité du monde, est un danger pour la paix au Proche-Orient. Il est un danger pour le droit international. Chacun sait que le seul chemin de paix, c'est la solution à deux États. Et que toute autre considération serait en effet un grand danger, une grande déstabilisation. Mais je vois chaque jour le président Trump prendre une position... puis une autre tout aussi folle et inquiétante. Chacun doit bien prendre la mesure de la menace qui plane avec cette espèce non seulement de trumpisation du débat public, mais de trumpisation de l'ordre mondial. Sauf que c'est quand même le président américain qui parle. Benyamin Netanyahou estime que cette solution pourrait changer l'histoire, d'autant que Donald Trump veut aussi envoyer les Gazaouis en Égypte et en Jordanie. Ça peut avoir peut-être quand même des conséquences concrètes, tel discours dans la région. Mais évidemment, c'est un discours qui est irresponsable. Tout président des États-Unis qu'il est, il est assujetti à l'ordre international, au droit international, et il doit s'y plier. Si les États-Unis sont encore le grand État de droit, la grande démocratie qu'ils prétendent, eh bien, ce type de considération, ce type de propos n'a pas sa place. C'est susceptible de provoquer le chaos ? S'il devait y avoir au-delà des mots une exécution, et je crains ce que les mots déjà peuvent produire, d'évidence, oui. À propos de mots, le Hamas dénonce un plan raciste visant à éradiquer la cause palestinienne à l'instant. Un plan raciste, c'est ce que vous y voyez, vous aussi ? C'est un plan que je qualifierais de délirant, de sans fondement et je pense sans avenir. Je le dis avec netteté, je me souviens de négociateurs d'Oslo, que j'ai vus il n'y a pas si longtemps que cela, qui me disaient « nous avons tout négocié, maintenant imposez-nous la paix ». Et donc, c'est le seul chemin que nous devons suivre. Cet après-midi, les socialistes, dont vous faites partie, ne voteront pas à la motion de censure déposée par les Insoumis et co-signée par les écologistes et les communistes. Olivier Faure dit qu'un budget de droite vaut mieux qu'une absence de budget. C'est donc franchement à contre-cœur que vous ne voterez pas la censure. Mais je voudrais, parce que je crois que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent le savent, la situation est extrêmement compliquée. Le choix que nous avons à faire et que nous faisons cet après-midi, il est difficile. Et je vais vous dire, à bien des égards, il est douloureux. Parce que ce budget n'est pas le nôtre. Parce que ce budget est un budget de droite. Parce que ce budget n'est pas celui que nous aurions présenté avec le reste de la gauche et que nous avons essayé de défendre dans l'hémicycle. Mais je voudrais aussi dire ce que nous avons essayé de faire depuis des semaines, en conscience. Depuis le début de cette grande bataille qui s'est organisée autour du budget. En rappelant que ni les Français, ni la gauche, ni les socialistes ne sont responsables ni de la dissolution du président de la République, qui nous a mis dans un chaos institutionnel et politique considérable, ni des 60 milliards de dérapage de nos finances en 2024. Nous avions une seule préoccupation, l'intérêt du pays et la défense des Françaises et des Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Boris Vallaud. Auquel, depuis maintenant plusieurs années, le gouvernement veut faire payer le quoi qu'il en coûte. Celles et ceux que nous avons applaudis à 20h, c'est eux qu'il faut protéger. Notamment. Mais j'aimerais qu'on puisse Boris revenir dans Vallaud, le détail des choses. Pourquoi est-ce que François Bayrou réussit là où Michel Barnier a échoué ? Et est-ce que ça augure d'une forme de stabilité jusqu'en 2027 ? D'abord, la stabilité, elle est loin d'être acquise. Nous ne changeons pas d'alliance, nous ne sommes pas à la recherche de coalition, nous ne sommes pas au gouvernement. Et nous combattrons à toute force ce gouvernement dans chacune des régressions qui seront les siennes. Et nous le ferons de toutes les manières.
en votant contre les lois, en proposant des contre-projets, en formant là aussi des coalitions de gauche pour nous opposer à un certain nombre de régressions. Mais donc ce n'est pas une garantie de survie pour le gouvernement de François Bayrou. Ce n'est certainement pas une garantie de survie. Et ce n'est pas à M. Bayrou que nous donnons un budget. C'est au pays. Je voudrais, pardon, mais parce que c'est important d'être compris. Je dois vous dire que, en sincérité, c'est un moment éprouvant, c'est un moment difficile. Il y a plusieurs mois, nous nous sommes dit, comment pouvons-nous économiser à celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre les efforts qui sont demandés par le gouvernement. Et comment nous mettons plus de justice fiscale en mettant à contribution celles et ceux qui le peuvent, qui aujourd'hui s'en émeuvent et, j'allais dire, grondent et frondent, mais on pourra y revenir, parce que ce sont pour un certain nombre d'entre eux les mêmes qui font la claque à l'intronisation de monsieur Trump. Nous avons essayé d'épargner des souffrances. Et quand je fais le bilan de tout cela... Donc c'est quoi? C'est les Français que vous rencontrez sur le terrain? Ce sont les élus locaux qui vous ont convaincu? C'est les Français, c'est les chefs d'entreprise, c'est les artisans, c'est les commerçants, c'est le monde du BTP, c'est les agriculteurs de ma circonscription, c'est les responsables associatifs. Les résultats des élections récentes qui ont vu quelques déboires à gauche et qui ont peut-être montré aussi que les Français en avaient assez de la radicalité? Écoutez, je ne sais pas si on peut tirer de leçons définitives de scrutin partiel. Ce que je sais, c'est que... je me suis posé la question, et on s'est posé la question, en renversant le gouvernement de Michel Barnier, avec le reste de la gauche, de ce que nous pouvions économiser ou épargner de souffrance aux Françaises et aux Français. Rappelez-vous qu'il devait y avoir une désindexation des pensions. C'était 3,6 milliards d'économies sur le dos des pensionnés. C'était 239 € d'économie pour une pension moyenne. Ça, il n'en est plus question. Il y avait des déremboursements de médicaments, des déremboursements de consultations. Ça, il n'en est plus question. On manquait de moyens à l'hôpital. Les Insoumis disent que c'est du vent tout ça, qu'on déjà on n'a pas besoin de budget puisqu'il y a une loi spéciale. Alors moi, je vais et vous puis répondre sur ces deux points. Je vais vous répondre sur deux points. C'était pas des vraies concessions. Vous savez, il y a à la France insoumise une divergence stratégique avec nous. Pour eux, c'est tout ou rien. Et finalement, dans le court terme, ils préfèrent que ce soit rien pour les Français. Ben moi, je considère que c'est pas rien quand il n'y a pas les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale parmi les enseignants. Parce que le week-end prochain... Et ça, c'était acté avec Michel Barnier. Ah non, détrompez-vous. Les 4000 postes, ils étaient supprimés. Et moi, je me bats dans ma campagne, comme dans beaucoup d'endroits de notre pays, pour que des classes survivent, que des classes subsistent. Et pas plus tard que samedi prochain, je suis dans une commune de mon département pour me battre. Et donc, je considère que ça n'est pas rien. Quand il y a 1 milliard de plus pour l'hôpital, et l'hôpital dont on sait à quel point il est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Songez que, je reviens, au territoire que je connais le mieux, les Landes, chez moi, la clinique d'Aire-sur-Adour, voit ses urgences fermées la nuit et le week-end. Avec cette augmentation du budget de la santé, du budget de l'hôpital public, c'est entre 10 et 12 000 postes qui seront maintenus ou qui seront créés. Pardon. Donc vous nous dites, vous avez remporté des victoires. Est-ce que vous êtes tous... J'allais dire que nous avons épargné un certain nombre de souffrances aux Françaises et Français. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y aura une unanimité? On se souvient la dernière fois, 66 députés socialistes, 8 avaient voté la censure. Est-ce que vous dites, aujourd'hui, pas une voix ne manquera? Je le crois. Je le crois parce que ce combat, il nous est commun, parce que ce n'est pas un blanc-seing du gouvernement, que nous ne le soutenons pas, que nous ne lui faisons pas confiance. Je rappelle que nous avons voté contre ce budget les 2 fois où il nous a été soumis au vote. Dans le scrutin du Sénat, les sénateurs socialistes ont voté contre. À la commission mixte paritaire, nous avons voté contre également. Et si nous avions dû voter sur ce budget, nous aurions voté contre. Donc, et il y aura donc une motion de censure, parce que vous ne votez pas celle d'aujourd'hui, il y en aura une autre, pour le coup, la semaine prochaine, que vous allez déposer. Est-ce qu'elle sera rédigée de manière à pouvoir réunir des voix au-delà du Parti socialiste, à gauche, mais même peut-être au-delà, et pourquoi pas... Je voudrais peut-être répondre, parce que je n'ai pas tout à fait répondu à la précédente question, et après je vais vous répondre sur la motion de censure. On dit, mais finalement, on n'a pas besoin, j'entends effectivement, on n'a pas besoin de budget, on a la loi spéciale. La loi spéciale, pardon, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la commande publique, pour beaucoup de petites entreprises, est à l'arrêt, que ça met en difficulté de trésorerie beaucoup d'entreprises qui nous disent on va devoir licencier. Ça risque de bloquer un certain nombre d'aides à l'agriculture qui est en grande souffrance et qui en a besoin. Ça bloque les recrutements dans un certain nombre d'administrations. Ça retarde, voire ça annule un certain nombre de projets d'investissement des collectivités qui, pour beaucoup d'entre elles, ne savent pas sur quelle base elles vont voter. C'est la réponse aux Insoumis. Et je termine. Il y a 20 milliards, c'est pas suffisant, d'impôts nouveaux entre 2024 et 2025 dans le projet. Moi, je veux pas en dispenser ceux qui vont les payer. Parce que c'est pas les Français qui bossent.
C'est ceux qui rémunèrent grassement leurs actionnaires. Alors je vais vous répondre sur la motion de censure. Oui, elle sera déposée à la fin de la procédure. Et est-ce qu'elle a pour objectif de faire tomber le gouvernement Bayrou ? Elle peut le faire tomber. Elle peut le faire tomber comme toute motion de censure déposée. Et je voudrais simplement en rappeler l'esprit. Autant on peut essayer de trouver des compromis. Donc juste excusez-moi, je comprends pas. Ça veut dire que là vous dites on veut pas le faire tomber, mais dans une semaine on peut le faire tomber. Je dis, nous voulons un budget pour le pays. Ne confondez pas deux choses. Nous voulons un budget pour le pays. Nous ne soutenons pas ce gouvernement. Il y a deux choses différentes. Est-ce que vous voulez faire chuter ce gouvernement ? C'est ça la question. Quand on dépose une motion de censure, c'est que vous le souhaitez. Mais moi je souhaite depuis le début que nous ayons un gouvernement de gauche. Nous l'avons réclamé par 2 fois. Et si ce gouvernement doit tomber, je souhaite qu'il y ait un gouvernement de gauche. Parce que les choix que nous ferons ne seront pas les mêmes. Parce que la solidarité nationale ne sera pas... Mais vous savez pourquoi je vous pose la question ? C'est parce qu'il y a une condition politique à la chute du gouvernement Bayrou, c'est qu'une motion de censure soit votée à la fois par la gauche et par le Rassemblement national. Eh bien, nous verrons ce qui se passe. Je connais le cynisme du Rassemblement national, mais je voudrais sur quoi va porter cette motion de censure. Autant, je l'ai dit, nous pouvons essayer de chercher des compromis très imparfaits. Et ce budget sera dur. Ce budget sera dur et nous ne lâcherons pas le gouvernement dans l'exécution de ce budget et nous lui dirons, s'il manque des crédits, qu'il faut une loi de finances rectificative avant la fin de l'année. Nous le ferons parce que c'est notre devoir d'opposition d'être utile tout de suite et toujours aux Françaises et aux Français. Mais il y a des sujets sur lesquels on ne transige pas. Et on a commencé l'ouverture de notre entretien par Donald Trump. Je considère qu'il y a un vent mauvais qui se lève en France et le gouvernement participe de souffler dans ses voiles. Et si je le dis, c'est que... Vent mauvais, vous pensez au mot submersion, pour faire ça ? Je pense au mot submersion qui n'est pas qu'un mot, parce que derrière, il y a une circulaire de M. Retailleau qui va mettre en grande difficulté tout de suite des familles, des étrangers qui travaillent, qui parfois payent leurs impôts et payent leurs cotisations sociales, qui font tourner des secteurs entiers de notre... Franchement, vous comparez Donald Trump et François Bayrou. Rien quand même dans le parcours de François Bayrou laisse penser une quelconque complaisance vis-à-vis du racisme. Ces dernières présidentielles, il ne parlait même pas de l'immigration. Je lui demande de faire acte d'autorité quand son gouvernement déraille, quand un de ses ministres remet en cause l'état de droit, quand un de ses ministres remet en question l'ordre républicain, l'autorité de la Constitution, qu'il s'en prend au juge constitutionnel. Je demande qu'il se... C'est pas un faux procès. Ce n'est pas un faux procès quand on remet en cause l'autorité de la science à travers des attaques contre l'ANSES. Lorsque l'on a été le pays qui a négocié et conclu les accords de Paris, on ne peut pas prendre le risque à Bruxelles de l'affaiblir à travers la remise en cause du pacte vert, à travers la remise en cause d'un certain nombre de directives, comme la directive devoir de vigilance. Et je le dis, nous ne renonçons à rien de l'exigence qui est celle des Français, d'un changement radical de politique. Nous ne renonçons à rien, ni à la retraite à 62 ans, ni à la défense du pouvoir d'achat, ni à la limitation des écarts de rémunération, ni à l'urgence environnementale. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je le dis, il y a 2 propositions que je mets sur la table et dont je souhaite qu'elles soient un fruit de la réflexion. Parce que une caisse d'amortissement de la dette climatique, investir tout de suite massivement pour ne pas faire payer à nos enfants des situations qui sont irrémédiables et dangereuses. Et deuxième chose, sur la rénovation thermique. Nous avons proposé un 0 reste à charge au moment des travaux pour massifier la rénovation thermique. Je ne peux pas entendre que le gouvernement s'en désintéresse. Il y a la possibilité d'agir vite et d'être à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre. C'est le devoir et l'honneur de la France d'être en pointe. On entend vos propositions, Boris Vallaud. On a encore beaucoup de questions à vous poser jusqu'à 9h. On laisse passer le fil info. Il est 8h46, Maureen Sugnard. Le Hamas dénonce un plan raciste visant à éradiquer la cause palestinienne. La nuit dernière, Donald Trump a dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Le président américain affirme qu'il ne fait pas cette déclaration à la légère. Il répète qu'il veut expulser les 2 millions d'habitants, que des pays de la région soutiennent cette mesure. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont-ils bientôt négocier la fin de la guerre ? Le président ukrainien se dit prêt à le faire dans une discussion à 4 avec les États-Unis et l'Europe. Volodymyr Zelensky sous pression après 3 ans de guerre et alors que Donald Trump compte réduire l'aide américaine. Un lycéen de 17 ans a reçu un coup de couteau hier à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Son pronostic vital est engagé. Un jeune homme de 20 ans du même établissement scolaire est soupçonné d'avoir porté les coups. Il a été interpellé. La claque pour Lille, le LOSC éliminé par Dunkerque en 8e de finale de la Coupe de France de football hier. Dunkerque qualifié donc pour les quarts de finale aux côtés du PSG et de Brest. Ce soir, il y aura 4 autres matchs au programme, dont Strasbourg, Angers et aussi Toulouse-Guingamp. France Info. Le 8-30 France Info,
Alix Boullaguet, Jérôme Chapuis. Nous sommes toujours avec Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, député des Landes. Les mots des Insoumis sont extrêmement durs ces derniers temps à votre égard. Jean-Luc Mélenchon résume les choses en décrétant que le nouveau Front populaire est réduit d'une partie. Pour lui, vous n'êtes plus membre de l'Alliance. Est-ce que vous avez bien reçu votre lettre de licenciement ? Écoutez, vous savez, il n'est pas dans notre culture, et je vois qu'il n'est pas dans la culture de la gauche de manier l'invective, la menace, le harcèlement. Et je dois dire qu'il n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon de délivrer des brevets aux uns et aux autres. Il n'est pas propriétaire du nouveau Front populaire, et nous n'avons pas changé d'alliance. Donc vous êtes toujours au sein, partenaire des Insoumis, nous sommes partenaires de tous ceux qui veulent l'être. Je discutais hier avec nos collègues communistes, écologistes, qui ont fait un autre choix. Et nous savons que nous avons bien des combats ensemble. Et moi, vous pouvez vous faire traiter de traître un jour et envisager de vous présenter ensemble aux élections. Je demande à ce que nous ne soyons pas traités de traître, parce que nous ne trahissons rien. Enfin, les Insoumis ne vont pas changer leur méthode. Donc vous acceptez finalement qu'on vous je rappelle, traite de traître. Puisqu'il nous rappelle au programme qui a été le nôtre, que dans le préambule de notre programme, nous avons pris l'engagement commun de refuser l'invective, la menace, le cyberharcèlement. Et que chacun cyberharcèle, que chacun parle mal. Mais je n'accepte pas qu'on me parle mal. Moi, je n'ai qu'un seul but, servir l'intérêt des Françaises et des Français tout de suite. Juste d'un mot, le cyberharcèlement, vous avez des députés de votre groupe qui sont harcelés par la France Insoumise ? Il y a des harcèlements tous les jours, en effet, oui, des invectives. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Vous pouvez en faire vous-même le constat. Je m'en désole, et je trouve que c'est une énergie qui serait mieux consacrée à combattre l'extrême droite, qui serait mieux consacrée à porter nos idées. Et c'est un acquis de ce moment, c'est qu'on a parlé des services publics. On n'a pas laissé le terrain qu'à l'extrême droite, comme trop souvent. On a parlé de l'hôpital public, on a parlé de l'éducation nationale, on a parlé de la vie des Françaises et des Français. Et moi, je vous le dis, quand on se promène dans nos territoires, et moi dans mon département, il y a des hommes, des femmes du milieu associatif qui nous avaient écrit pour qu'on défende leur budget, qui nous disent maintenant on a besoin d'un budget. Il est très imparfait, je le dis, ça n'est pas le nôtre, et nous continuerons de nous battre, et j'espère que nous nous battrons le plus largement possible. Je prends un exemple concret, Louis Boyard, insoumis, candidat dimanche soir au municipal à Villeneuve-Saint-Georges. On peut pas dire que Louis Boyard vous ait ménagé dans les mots, dans les faits, et pourtant, vous avez appelé à voter pour lui. Je rappelle qu'il y avait quand même sur la liste un candidat qui estime que le Hamas est un mouvement de résistance. Vous êtes quand même assez incohérent, Parti socialiste. On est parfaitement cohérent quand on a des désaccords. On les dit, et précisément sur ce candidat qui avait eu ses propos sur le Hamas, nous l'avons dénoncé, nous avions demandé à ce qu'il soit en retrait de la liste. Et quand nous avons des accords, nous les portons. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi. Vous pensez que c'est pour ça qu'ils ont perdu ? Et parce que je ne sais pas pourquoi ils ont perdu, mais il faudra qu'ils se posent en effet la question de savoir pourquoi cette défaite, cette victoire qui était presque annoncée, s'est transformée en défaite. Je dis, moi je mettrais... C'est la radicalité qui a des limites. Moi je pense que la radicalité a des limites, oui. Oui. Et je pense que le réformisme, il peut être radical. Pas dans la forme, mais dans le fond. Parce que, au fond, ce que nous devons nous poser comme question aujourd'hui, au moment où nous sommes, dans l'état du monde dans lequel nous sommes, dans l'état d'anxiété dans lequel les pays nous sommes, c'est comment on se donne encore des raisons de vivre ensemble. Que chacun ne défende pas sa colère. Et je sens pourtant les Françaises et les Français dans ce moment-là où ils sont prêts à la rupture, mais encore très disponibles pour l'écoute, pour la fraternité. Boris Vallaud, on a entendu hier le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, pointer, je le cite, une forme de symétrie entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous avez compris de ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors, vous voyez, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Moi, je n'ai pas envie d'ajouter, de la discorde à la discorde. Moi, je suis le président d'un groupe dans lequel il y a, au fond, toutes les sensibilités du Parti socialiste. C'est pas toujours simple. Et le plus souvent, nous parvenons à avoir des positions qui sont communes, par le dialogue, par l'écoute, quel est votre, vous pensez de quoi ? Est-ce que c'est une manière de renvoyer dos à dos Jean-Luc Mélenchon et François Hollande ? La gauche et les socialistes en particulier, ne referont pas les matchs du passé. Que nous avons toutes et tous un devoir de réinvention. On ne réinvente pas le monde si on ne se réinvente pas soi-même. Donc vous dites que ces deux-là sont un obstacle à la victoire de la gauche. Je ne me pose pas la question en ces termes. Je dis qu'il y a une génération aujourd'hui qui a ses responsabilités à prendre.
et qu'elle l'apprendra dans la réinvention d'un modèle de société auquel nous devons travailler. Sans François Hollande et sans Jean-Luc Mélenchon. Avec toutes celles et tous ceux qui sont d'accord pour se dire que nos principaux adversaires, c'est l'extrême droite, que nous devons donner à ce pays des perspectives, que nous avons des hommes et des femmes extraordinaires. Moi, je rencontre que des gens qui ont des vies difficiles, mais qui les affrontent avec un incroyable courage. Eh bien, c'est envers eux que nous avons une dette. C'est pour eux que nous devons travailler. Et franchement, la politique qui parle que d'elle-même, je vous le dis franchement, ça m'ennuie. Tout ça, ça va être quand même... Vous savez, moi, quand j'ai décidé de m'engager, j'ai pas décidé de m'engager pour faire le congrès permanent du Parti Socialiste ou la bataille. Sauf qu'il va y en avoir un, justement. Il va y en avoir un. Il va y en avoir un. Et pardon, mais la politique, c'est... Mais je vous la donnerai si je la connaissais, mais je ne peux pas vous faire de révélation ce matin. Mais non, mais pardon, mais arrêtons de perdre de vue les gens qui bossent. Arrêtons de perdre de vue les familles qui sont dans les EHPAD aujourd'hui et qui s'inquiètent de savoir ce que va devenir le déficit de leur EHPAD, s'ils vont être obligés de voir les tarifs augmenter et leurs parents retirés. Je veux que nous nous posions la question de savoir comment on fait redémarrer le logement, parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de construction et autant de demandes. C'est ça qui m'intéresse. Boris Vallaud, vous savez aussi que ça tient parfois sur des hommes. Qui va être l'homme de la gauche? Est-ce que c'est Olivier Faure? Est-ce que c'est François Hollande? Je vais vous dire, on manque pas de talent. Est-ce que c'est à vous? On manque pas de talent. Est-ce que ça pourrait être vous? Tout est possible. Je vais vous répondre ça de façon un peu espiègle, histoire de vous faire un petit peu cogiter, etc. Mais franchement, c'est pas le sujet. La politique qui ne parle que d'elle-même. Tout est possible, ça veut dire que vous y pensez. Moi, je plaide pour un retour aux choses humaines, vous voyez ? Parce que la politique, elle manque de sincérité quand elle ne parle pas des vies vécues. Et c'est ce que je m'efforce de faire, moi, comme député. Comme beaucoup d'élus. Toutes les semaines, nous recevons des gens qui nous disent qu'est-ce que vous faites pour vous, qui nous disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Et on essaye d'en tirer de la substance. La semaine dernière, nous avions une niche parlementaire des socialistes. Eh bien, nous avons traduit en actes et en loi ce que nous disaient les gens. C'est ça qui m'intéresse. Vous savez, s'il y a des militants socialistes qui nous écoutent depuis quelques minutes, ils se disent, en fait, là, ce que j'écoute depuis tout à l'heure, c'est un discours de candidat à la direction du Parti Socialiste. Ils comprennent ce qu'ils veulent, mais je crois que ce qu'ils ont compris, c'est la sincérité qui est la mienne, c'est que moi, je me bagarre pour les gens, et que le reste, je m'en fiche. François Bayrou a saisi la Cour des comptes pour poser un diagnostic sur les retraites avant d'entamer les discussions avec les partenaires sociaux. Il y a une divergence manifeste avec le Premier ministre. Il parle, lui, d'un déficit qui se chiffre à une dizaine de milliards d'euros chaque année, parce qu'effectivement, il inclut les retraites dans la fonction publique. Qui a raison? Non, mais je pense que François Bayrou connaît pas très bien le système des retraites, manifestement. Et les partenaires sociaux, de façon unanime, disent on sort la question des retraites des fonctionnaires de la réflexion sur le déficit global. Parce que le mode de financement des retraites des fonctionnaires, comme leur traitement, n'est pas du tout la même chose que dans le secteur privé, même si ensuite les modalités de calcul des retraites ont convergé. Donc les partenaires sociaux auront ce diagnostic dans quelques jours. Le 19 février. Et ils auront la liberté de débattre de tout. Et de refuser. Mais s'ils ne sont pas d'accord sur les conclusions de la Cour des comptes, si la Cour des comptes suivait plus le diagnostic de François Bayrou, ça veut dire quoi? Il faut quitter la table pour discuter? Non, la Cour des comptes donne de la matière. Je vous rappelle que par ailleurs, il y a le Conseil d'orientation des retraites qui, depuis des années et chaque année, produit un certain nombre de rapports et siège au Conseil d'orientation des retraites les partenaires sociaux. Je veux dire, vous savez, les partenaires sociaux qui vont entamer des négociations sur la question des retraites, et je souhaite que l'on revienne sur la mesure d'âge, connaissent très bien le système des retraites. Si la Cour des comptes peut apporter des éclairages, tant mieux, mais la liberté du dialogue social doit être complète. Et moi, je crois que c'est un gain que de remettre au centre le dialogue social, la démocratie sociale, là où honnêtement, elle s'est fait piétiner depuis des années. Et sur la question des retraites des fonctionnaires, le régime des retraites de la fonction publique est-il déficitaire selon vous? Ou alors c'est juste une question de mode de calcul? Il est déficitaire dès lors que l'État ne le financerait plus. Mais comme c'est l'État qui finance les retraites des fonctionnaires... À hauteur de 45 milliards d'euros, disait François Bayrou dans sa déclaration de politique générale. Ce qui est normal, que l'État paye les retraites de ceux qui ont été au service... Donc ça contribue à alourdir la dette. C'est ça le raisonnement de François Bayrou, à gros. Ce raisonnement, vous ne le suivez pas. C'est un raisonnement vraiment simpliste. Voilà. Oui, mais à la fin, la dette s'alourdit. Mais attendez, il y a des pensions à payer. Il y a des fonctionnaires dont les retraites sont payées par l'État. Voilà, donc il y a une recette de l'État face à une dépense pour les pensions. Il y a donc ce dossier des retraites qui est en cours. François Bayrou veut aussi un texte sur la fin de vie, mais un texte scindé en deux, examiné dans le même temps parlementaire, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide à mourir. Est-ce que déjà ça vous semble légitime ?
Non, et je vais vous dire, il n'est pas légitime que François Bayrou remette en question le travail déjà accompli par les parlementaires lors de la dernière session parlementaire. Pour vous, c'est une manière de l'enterrer ? C'est une manière... c'est une sorte de diversion. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, mais en fait, on n'a pas besoin de l'autorisation. Parce qu'il dit que l'aide à mourir, c'est un vote en conscience et que ce sont deux sujets finalement qui sont différents. Mais en conscience, ça fait partie en effet des lois sur lesquelles les parlementaires, c'est le cas du groupe socialiste, ont une liberté de vote parce qu'il y a une liberté de conscience. Mais je termine en disant que nous n'avons pas besoin de l'accord de François Bayrou pour reprendre l'examen du texte là où nous l'avons laissé. Le texte a à nouveau été déposé, largement co-signé par des parlementaires. Moi, je souhaite qu'il soit inscrit dans une semaine de l'Assemblée pour que nous puissions avancer, parce que, là aussi, il y a des attentes qui sont fortes dans la société. Et Boris Vallaud, il nous reste 15 secondes. Votre position sur la modification de la loi PLM Paris-Lyon-Marseille. On sait que François Bayrou veut la modifier pour que un habitant égale une voix. La position du PS, du groupe PS. Je crois qu'on ne peut pas traiter de la même manière les trois villes qui sont dans des situations tout à fait différentes, et en toute hypothèse, ça ne peut en aucun cas se faire sans une concertation et l'unanimité. Donc statu quo pour les prochaines municipales. Je ne dis pas de statu quo, je dis que ça ne peut pas être traité de façon uniforme et que les élus concernés doivent être consultés. Vous dites comme Anne Hidalgo, c'est du tripatouillage ? Je crains que ça soit du tripatouillage. Merci Boris Vallaud, vous êtes l'invité de France Info ce matin. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour les informer sur France Info.